nous commencerons ce premier journal d'information par la tension qui a régné durant la soirée d'hier dans la ville de Bnei Brak. Une tension provoquée par la tentative de lynchage de 2 soldates israéliennes qui ont pénétré dans l'un des quartiers de la ville hier après-midi. Des ultra-orthodoxes ont estimé que ces 2 soldates en uniforme étaient là pour distribuer des ordres d'enrôlement pour les élèves des yeshivot. Ils les ont donc agressés. Les 2 soldates n'ont pu être exfiltrés des lieux que grâce à la vigilance et à la détermination de policiers qui ont accouru sur place. Et les ultra-orthodoxes les ont insultés et les ont menacés. Cela s'est produit donc durant l'après-midi. Et dans la soirée, les manifestations ont repris. De manifestations relativement violentes. Les ultra-orthodoxes ont bloqué des autobus. Selon la police, 5 policiers ont été blessés au cours de ces heures avec les manifestants et 26 personnes ont été arrêtées. La classe politique, dans son unanimité, a condamné ces actes de violence à Bnei Brak et même au sein du monde orthodoxe, on a remarqué plusieurs condamnations de la part des leaders du monde orthodoxe lituanien, comme le Rav Dov Landau, qui a interdit aux élèves des yeshivot de sortir manifester. Au sein de l'armée, le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a dénoncé le fait que des soldats ne puissent pas circuler librement dans une ville, en Israël. Et dans Tsahal, on a également critiqué les propos du commandant de la police de Bnei Brak, qui a déploré hier que l'armée n'ait pas coordonné avec la police l'arrivée de ces soldats dans la ville de Bnei Brak. Et puis une révélation importante de la chaîne américaine CBS qui nous ramène à la rencontre entre le président américain Donald Trump et Benjamin Netanyahu il y a 1 mois et demi à Mar-a-Lago en Floride. La chaîne américaine a en effet révélé qu'au cours de cette rencontre, le président Trump avait donné un feu vert à Israël pour attaquer les sites de missiles balistiques iraniens dans l'hypothèse où aucun accord ne serait conclu avec le régime des Mollahs. Ceci étant, de sources américaines et israéliennes ont émis des doutes sérieux sur la probabilité justement de parvenir à un accord avec Téhéran. Les négociations entre Américains et Iraniens doivent reprendre demain à Genève. Dans ce contexte, Israël exige que les Iraniens déposent en dehors de leurs frontières tout l'uranium enrichi qu'ils détiennent jusqu'à présent, qu'ils limitent la portée de leurs missiles balistiques à 300 km et qu'ils démantèlent l'axe terroriste qu'ils ont édifié au cours des dernières décennies. Il faut souligner que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a organisé hier une consultation sécuritaire au plus haut niveau, au cours de laquelle il a tenu au courant des résultats de sa dernière rencontre avec le président Trump à la Maison-Blanche. Le Premier ministre a confirmé que Donald Trump entend accorder une chance encore à la négociation avec les Iraniens. Pour Israël, une chose est sûre, la reconstruction de la bande de Gaza ne pourra pas débuter avant le désarmement du Hamas, mais pour certains pays arabes, cette reconstruction a de facto commencé. Il s'agit en particulier de la Jordanie, des Émirats arabes unis et de la Turquie. Ainsi, la Turquie a inauguré 3 mosquées qui ont été construites dans le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire à Gazaville et à Djebalia. L'une des mosquées porte le nom du fondateur d'Al-Qaïda. Les Émirats, eux, acheminent au quotidien d'importantes quantités d'aide humanitaire. Plus de 4000 tonnes d'une telle aide humanitaire a été acheminée depuis la fin des combats. Et puis ce matin, une bonne nouvelle économique qui confirme la bonne forme de l'économie israélienne. Cette nouvelle se rapporte à l'inflation en Israël, une inflation qui a atteint son taux le plus bas au cours de ces 4 dernières années. L'inflation en 2025 a été de 1,8%. Évidemment, cette donnée contraste avec le sentiment général des Israéliens qui voient leur panier d'achat augmenter considérablement, mais les chiffres sont confirmés. Cependant, la Banque d'Israël pourrait patienter encore plusieurs mois avant d'annoncer la baisse des taux d'intérêt directeurs. On estime que d'ici la fin de l'année 2026, ce taux devrait se stabiliser autour des 3,5%. Et puis pour terminer, un mot sur l'exploit du basketteur israélien Dani Avdija. Celui-ci a participé durant la nuit à 2 matchs des All-Stars à Los Angeles. Il a marqué au total 5 points. Son équipe, l'équipe internationale, a perdu ces 2 matchs. Elle ne s'est pas qualifiée pour la finale. Il ne faut tout de même pas faire la fine bouche. Dani Avdija a atteint dans la nuit l'un des summums du sport israélien en étant le premier Israélien à participer à un match des All-Stars. Il faut souligner que sur son maillot, le joueur avait pris soin de mettre un drapeau israélien, ce qui est tout à son honneur. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera exceptionnellement ensoleillé et chaud pour la saison. Les températures prévues aujourd'hui, tenez-vous bien, 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, Netanya et Ashdod, 20 à Safed et 30 degrés à Eilat. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Steve Ohana. Steve, bonjour, Boker Tov.
Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste, docteur en économie et enseignant à l'Institut, à l'Université Reichmann, et avec vous, et spécialiste en relations internationales. Je voudrais avec vous que l'on revienne d'abord sur un aspect des négociations qui vont reprendre demain à Genève entre les Américains et les Iraniens. À une information que nous avons mentionnée ce matin dans le journal, qui fait état d'une possibilité pour les Américains d'envisager un affaiblissement économique du régime. C'est-à-dire, alors, ça serait plus que des sanctions, ça serait des bombardements, mais non pas contre des sites gouvernementaux, mais peut-être contre les symboles de la puissance, on va dire, de la puissance pétrolifère, par exemple, de l'Iran. Est-ce que vous pensez que on peut destituer le régime des mollahs uniquement en frappant des sites énergétiques comme ceux-là? Alors, il y a plusieurs volets à ce sujet. Le premier, c'est aujourd'hui, le peuple iranien pourrait renverser ce régime. Il en a la volonté et il en a le potentiel, puisqu'on sait 90 millions d'Iraniens. Maintenant, le problème, c'est que l'appareil répressif du régime semble être encore suffisamment efficace, financé, efficace. Donc, si ces frappes, on parle aussi de faire une sorte de blocus empêchant l'Iran d'exporter son pétrole. Ça fait partie de la même idée. Si ces frappes ou ce blocus pourrait finalement bloquer l'appareil répressif, bloquer son financement, entraîner des défections importantes au niveau des gardiens de la révolution, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que la population qui aujourd'hui est découragée et effrayée, et à juste titre, pourrait retrouver l'espoir, la motivation et la force de revenir dans la rue et de renverser les institutions et de changer le régime par elle-même. Mais la clé du changement de régime se trouve dans la population. Et on peut aider la population en affaiblissant la répression et le régime, et l'économie est évidemment le moyen principal pour le faire. Concrètement, par exemple, le bombardement de zones pétrolifères en Iran, ça aurait un impact, par exemple, sur le prix du pétrole aujourd'hui dans le monde entier. Ça aurait un impact économique dans le monde ou pas du tout, Ah oui. Ah, totalement. En fait, l'Iran ne va pas rester sans réaction. C'est pas simplement qu'on va enlever les 1,3 ou 5 millions de barils de pétrole iranien dans le marché. C'est bien plus que ça, puisque l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, de bombarder les installations, les bases américaines, mais elle pourrait aussi dans le même esprit, en termes de représailles, bombarder les installations pétrolières saoudiennes, par exemple, les raffineries, les champs de pétrole, etc. Donc, en fait, on pourrait imaginer que 20% du pétrole, du commerce mondial de pétrole soit interrompu en volume. Donc, c'est pas juste le pétrole iranien, c'est des conséquences qui pourraient être bien plus importantes. Mais la question principale, c'est est-ce que ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois? C'est ça qui est si ça dure plus que quelques mois, à ce moment-là, on aura un problème majeur pour l'économie mondiale et pour la croissance mondiale, parce que les réserves ne vont pas suffire et il va y avoir des pénuries qui vont s'installer réelles. Donc, si ça dure quelques semaines, c'est gérable. Donc, le facteur temps va être déterminant. Le facteur temps va être déterminant. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le sujet pour lequel nous vous avions sollicité à l'origine. C'est plutôt l'économie israélienne qui manifeste véritablement une bonne santé, on peut dire de manière assez stupéfiante. Le shekel est de plus en plus fort par rapport au dollar, c'est très marquant, même peut-être par rapport à l'euro. Et puis, on voit que la bourse israélienne, et Benjamin Netanyahou s'en est vanté, réalise des prouesses tout à fait inattendues, on va dire, dans la conjoncture actuelle, quelques mois après 2 années de guerre. Comment on explique d'abord cette
Et puis là, dernière information, c'est le taux de l'inflation qui est relativement bas, on va dire 1,8% pour l'année 2025. C'est relativement bas, même si pour les consommateurs israéliens, bien on a le sentiment que les prix ont augmenté bien plus que cela. Mais en tout cas, il y a un sentiment que effectivement toutes les données sont ouvertes du côté de l'économie israélienne. Comment vous expliquez cela ? Alors, il faut à la fois reconnaître que c'est juste, qu'il y a une partie de vérité dans ce diagnostic et que même on pourrait appeler ça quelque chose de miraculeux parce que c'est très compliqué de comprendre comment un pays en guerre peut avoir une économie aussi résiliente et à la fois ne pas tomber dans une forme de déni de la réalité. Parce que ces chiffres impressionnants de la bourse, de la croissance, de l'inflation que vous avez cités cachent une autre réalité dans des segments de la population dont on parle beaucoup moins, y compris dans la campagne politique actuelle qui aurait été normalement l'endroit pour évoquer ces sujets. On va parler surtout des aspects sécuritaires, mais pas ou de la conscription des Haredim, mais peu des problèmes, des cicatrices sociales et économiques que la guerre a laissées sur la société israélienne. Alors, pour répondre directement à votre question, je pense que cet enthousiasme, cette euphorie même au niveau boursier, peut être expliqué par le fait qu'au niveau géopolitique, il y a clairement un recul du risque perçu par les investisseurs. Ce recul du risque vient de plusieurs effets qui se sont enchaînés. D'abord, la guerre des 12 jours, qui a en fait dédramatisé fortement la menace iranienne pour Israël. On a vu qu'en fait, Israël était capable d'avoir le dessus, de ne plus être menacé au niveau existentiel par le nucléaire, puisque maintenant il est mis en arrêt, le programme nucléaire, et par les missiles balistiques. Et aussi par le Hezbollah. Donc ça fait une énorme menace qui pesait sur Israël qu'on a vu d'un coup dégonfler. Et d'autre part, la signature du cessez-le-feu à Gaza sous la coupe américaine a aussi inspiré énormément de confiance aux investisseurs. Et à cela, il faut rajouter le fait qu'aujourd'hui, on voit une alliance stratégique extrêmement forte qui continue entre la première puissance mondiale et Israël face à la menace iranienne. Tout ça inspire énormément de confiance aux investisseurs. Donc ça peut expliquer l'envolée boursière. Sur l'économie, clairement, le secteur de la... Le taux du shekel par rapport au dollar, c'est-à-dire comment on explique ça, que le shekel est aujourd'hui quasiment l'une des monnaies les plus fortes au monde? Voilà. Alors ça, c'est lié en partie à tout ce que je viens d'expliquer, qui explique aussi pourquoi les investisseurs ont un appétit pour le shekel, mais aussi d'autres facteurs qui sont structurels. Par exemple, Israël a un excédent courant, un excédent de sa balance commerciale structurelle. Ça conduit à l'appréciation de sa monnaie, c'est automatique. Donc ça fait un autre facteur. Il y a des facteurs plus techniques. Très très rapidement, quand la bourse américaine monte, les investisseurs israéliens sont obligés de se couvrir par rapport au risque dollar qui monte, donc ils sont obligés de vendre des dollars. Ça, c'est quelque chose d'assez aussi mécanique. Donc, vous conjuguez tous ces effets structurels, géopolitiques, conjoncturels, etc. Et puis, vous arrivez à ce shekel. Mais il faut voir aussi que le shekel part d'un niveau assez bas avant la guerre, au tout début de la guerre du 7 octobre. On l'a vu atteindre 4 le dollar par rapport au shekel. Donc, il y a aussi un aspect de correction derrière cette appréciation du shekel par rapport au dollar. Mais vous êtes d'accord que, par exemple, les agences de notation qui, au début de la guerre, eh bien, on avait le sentiment qu'elles allaient bien descendre la note de l'État d'Israël, eh bien, aujourd'hui, sont beaucoup plus rassurées et rassurantes même. Exactement. Et c'est lié notamment à ce que j'ai expliqué sur la prime de risque géopolitique qui a énormément baissé. Eh bien, merci beaucoup. Steve Ohana, de nous avoir éclairé donc sur ces deux dossiers, l'un plus international concernant les possibilités de frapper le régime des Mollahs autrement qu'à travers les missiles balistiques ou le programme nucléaire iranien, et puis donc l'économie israélienne qui à nouveau manifeste des signes de bonne santé. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers. Bonne journée Steve, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. Au revoir. Au revoir, voilà, merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Lavonne. Emmanuel, bonjour, Boker Tov.
Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, je voudrais que nous puissions essayer de préparer, on va dire, le nouveau round des négociations entre les Américains et les Iraniens qui doit débuter apparemment demain à Genève. Et je voudrais avoir votre appréciation. D'abord, est-ce que finalement Benyamin Netanyahou est rentré, selon vous, bredouille de sa rencontre la semaine dernière avec le président Trump ? On n'en sait rien puisqu'on ne sait pas quel a été le contenu de leur conversation. Je n'imagine pas que le Premier ministre israélien pensait qu'il allait convaincre le président Trump de mettre fin aux négociations avec l'Iran. Les négociations en elles-mêmes, d'ailleurs, Israël ne s'y oppose pas. C'est-à-dire que la position d'Israël a toujours été que si ces négociations, effectivement, amènent à la fin du programme nucléaire et de missiles iraniens, pourquoi pas ? Sauf qu'évidemment, il y a de bonnes raisons d'être sceptique. Et je pense qu'en réalité, les Américains eux-mêmes sont très sceptiques sur ces négociations. Je pense que c'est plus, de la part du président Trump, un stratagème pour préparer les frappes militaires contre l'Iran. Je pense que, vu les positions de la République islamique, je vois difficilement comment un accord serait possible. Et je crois que le président Trump lui-même en est conscient. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Vous pensez que vous ne pensez pas qu'il est capable de conclure un accord même à la baisse avec les Iraniens pour pouvoir d'une certaine manière calmer la région et sous la pression en particulier de ces deux conseillers Kushner et Witkoff qui pressent d'une certaine manière et qui sont un peu les émissaires de l'Arabie Saoudite et de certains pays du Golfe qui ne sont pas particulièrement friands d'une opération militaire américaine? Je ne pense pas que Witkoff et Jared Kushner veulent à tout prix un accord avec l'Iran. Je pense qu'ils ont pour mission de négocier, mais je ne pense pas qu'ils veuillent un accord à tout prix. Encore une fois, l'accord en lui-même n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de mettre fin au programme nucléaire iranien, à son programme de missiles et à son soutien pour les milices iraniennes à travers le Proche-Orient. Là-dessus, il y a un accord assez large au sein de l'administration américaine et entre les Américains et Israël. Est-ce qu'un Iran complètement menacé, avec une force militaire amassée à ses frontières, avec des révoltes sociales au sein du pays et avec une économie en plein effondrement, sera capable de négocier au rabais ? C'est possible, mais encore une fois, on est en droit d'en douter à la lumière de l'expérience historique de ces dernières années. Alors jusqu'où on va aller ? Combien de temps vous pensez que le président américain peut donner à ces négociations ? Parce qu'elles peuvent s'étaler sur plusieurs mois même. Elles peuvent s'étaler effectivement. Je pense que du point de vue du président américain, il attend d'être sûr quelles sont les options militaires américaines. Et je vous rappelle qu'au moment où on se parle, eh bien, il y a un autre porte-avions américain, le Gerald Ford, qui est en chemin vers le golfe Persique. Donc je pense que les États-Unis préparent une opération militaire, en tout cas la possibilité d'une opération militaire de grande envergure, et peut-être serons-nous surpris, peut-être que les Iraniens accepteront toutes les conditions américaines. Encore une fois, j'en doute personnellement, mais du point de vue du président Trump, si les Iraniens baissent la garde et acceptent ces conditions, il considérera cela également comme un acquis. Alors, passons au dossier maintenant de la bande de Gaza, avec des déclarations de Donald Trump qui a affirmé que il y avait déjà plus de 5 milliards de dollars dans les caisses de ce Conseil de la paix. Vous voyez une concrétisation sur le terrain effective de ce Conseil de la paix, alors que, par exemple, eh bien, selon certaines informations publiées ce matin, il y a déjà des éléments de reconstruction dans la bande de Gaza, de la part des Turcs, de la part des Émirats, de la part même de la Jordanie? Je pense qu'on se dirige de plus en plus vers un multi-gouvernement de facto, où vous allez avoir des influences que vous avez rappelées d'ailleurs, celle de la Turquie, celle de certains pays du Golfe, de la Jordanie, de l'Égypte et autres, qui vont chacun placer leurs pions dans la bande de Gaza, qu'il ne va pas y avoir à court et moyen terme un véritable gouvernement effectif, et que la reconstruction partielle se fera sous la supervision de ce fameux Conseil de la paix, mais avec, comme je l'ai dit, une espèce de gouvernance divisée internationalement de facto, une espèce d'ONU sans l'ONU, c'est-à-dire que l'ONU a été écartée
et que ce Conseil de la paix, finalement, de plus en plus, se pose comme une alternative de facto à l'ONU. Et concrètement, sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, d'une certaine manière, cette seconde phase, si elle n'est pas mise en application, en tout cas si il n'y a pas le désarmement du Hamas, eh bien Israël peut d'une certaine manière continuer à travailler dans la zone qu'il contrôle, c'est-à-dire plus de la moitié de la bande de Gaza, et on va dire neutraliser encore une fois les tunnels et en fait, toutes les infrastructures terroristes qui se trouvent sur place dans la zone de sécurité qui a été créée donc de facto par la présence israélienne jusqu'à la fameuse ligne jaune. C'est le cas actuellement, c'est-à-dire que sur le terrain de facto, Israël contrôle grosso modo la moitié de la bande de Gaza, continue d'y opérer librement, et tant que le Hamas n'est pas désarmé, et il n'est pas désarmé, eh bien, il n'y a pas de changement territorial, il n'y a pas de changement en termes de contrôle du terrain. Et non, je veux dire, est-ce que finalement, ça ne sert pas les intérêts d'Israël que le Hamas ne soit pas désarmé, en fait ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, après le 7 octobre, les erreurs commises par Israël dans le passé, par tout le monde, dans le leadership israélien, à savoir qu'il est préférable d'avoir un Hamas docile et dont la patte est graissée par les Qataris. Je crois que cette théorie a été tragiquement contredite par le 7 octobre. Donc je pense qu'il serait une très grave erreur aujourd'hui pour Israël de revenir à cette façon de penser en se disant finalement peut-être qu'il est préférable d'avoir le Hamas. Je ne pense qu'il n'est jamais préférable d'avoir le Hamas. En revanche, tant que le Hamas n'est pas désarmé, eh bien Israël peut tout à fait, comme il le fait, dire nous, on ne passe pas à la phase suivante. Et bien heureusement, jusqu'à présent, l'administration américaine ne fait pas pression sur Israël. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Tous les quotidiens, les sites d'infos consacrent ce matin leurs manchettes et leurs pages d'ouverture à ce grave incident dont on en parlait qui s'est produit hier à Bnei Brak. Oui, effectivement, Ilana, un incident choquant qui s'est produit lorsque 2 soldats israéliennes ont pénétré dans un quartier de la ville orthodoxe et ont été agressés par des élèves de yeshivot. Elles ont failli même être lynchées, n'ont réussi à échapper à la foule que grâce à la vigilance de policiers israéliens qui leur ont permis de quitter les lieux alors que la foule scandait des slogans contre Tsahal, contre l'État d'Israël et même les insultait, ces 2 soldats, les traitant même de nazis. Le Israël Hayom consacre les 3/4 de sa première page ce matin à cet incident et titre en manchette: une ligne rouge a été franchie. En sous-titre, le journal cite une des 2 jeunes soldates qui a reconnu qu'elle avait appréhendé leur passage dans le quartier de Bnei Brak, mais jamais nous n'aurions pu imaginer une chose pareille. 25 manifestants orthodoxes ont été arrêtés durant ces heures avec les forces de police. Le Israël Hayom parle de condamnation de l'ensemble de la classe politique et de l'embarras des députés orthodoxes. La manchette du Yediot Aharonot est semblable à celle du Israël Hayom. Elle nous montre en photo des policiers qui exfiltrent les 2 soldats de la foule en colère. Oui, et le Yediot Aharonot titre en manchette: c'est l'anarchie. Et il parle d'émeutes impressionnantes qui se sont produites sur place hier après-midi à Bnei Brak. Et selon le Yediot, les orthodoxes auraient cru que ces 2 soldats étaient venus distribuer des ordres d'enrôlement, alors qu'il s'agit de soldats des unités de l'éducation au sein de Tsahal. Le Yediot Aharonot cite en particulier le commandant en chef de la police de la région de Bnei Brak qui a critiqué l'armée israélienne pour avoir envoyé des soldats au cœur de la ville orthodoxe sans comprendre l'impact d'un tel passage et sans avoir coordonné cette visite avec les forces de police. Et le Yediot Aharonot cite toujours en sous-titre le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, qui a déclaré: une réalité dans laquelle des soldats de Tsahal ne peuvent pas circuler librement dans une ville d'Israël est totalement inacceptable. On s'intéresse évidemment à ce qu'écrivent les éditorialistes, Daniel, à propos de ce mini-lynchage finalement à Bnei Brak. Oui, mais Rav Sévère dans le Israël Hayom croit savoir que cet incident grave s'est produit, c'est la conséquence, écrit-elle, des propos d'incitation à la haine de Tsahal de la part des grands rabbins orthodoxes, de ceux qui comparent régulièrement les soldats de Tsahal à des nazis. Et c'est aussi la conséquence du refus de la police de faire respecter l'ordre dans Bnei Brak. Jacob Ferber écrit que tant que le statut des élèves des yeshivot par rapport à Tsahal n'aura pas été résolu, ce type de chaos se répétera. Le dossier iranien à présent demeure sur le devant de la scène internationale.
Oui, avec le Israël Hayom qui affirme que le régime iranien tente actuellement de séduire Donald Trump en lui faisant miroiter des marchés de vente de pétrole. L'objectif des Iraniens serait de faire passer les pourparlers du dossier nucléaire au dossier commercial qui est prisé, vous le savez, on le sait, par le président américain. Et dans son commentaire, Benny Sapti, qui est l'expert numéro 1 en Israël du dossier iranien, affirme qu'il existe une banque de cibles qui, en étant frappée par les Américains, effondrerait l'économie iranienne, comme par exemple les champs pétrolifères de l'Iran. Le Yediot Aharonot nous prépare lui ce matin à l'arrivée du Ramadan qui va débuter demain. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot explique au sein des forces de police à Jérusalem, cela fait plusieurs semaines que l'on se prépare à ce mois qui est traditionnellement, on le sait, chargé de tensions, en particulier autour du mont du Temple à Jérusalem. L'un des dossiers les plus délicats à ce propos se rapporte aux autorisations de prier des Palestiniens de Judée et de Samarie dans la capitale. Il a été décidé de limiter le nombre de fidèles et leur âge, en particulier pour les prières des 4 vendredis du Ramadan. Parallèlement, les forces de police seront déployées massivement dans les quartiers arabes de l'Est de la capitale et elles rechercheront en particulier les Palestiniens qui n'ont pas de permis de séjour sur place. Et justement, à propos de Jérusalem, le Yediot nous offre une révélation sur l'élargissement du domaine de juridiction de la capitale. Oui, le Yediot Aharonot explique que la commission de planification civile de la capitale de Jérusalem est en train de promouvoir la construction de centaines d'unités de logements dans la localité d'Adam, qui est située au nord de Jérusalem et qui pourrait être alors relié au quartier nord de la capitale. Parallèlement, le quartier de Neve Yaakov lui aussi sera élargi et il serait relié donc à cette localité d'Adam, ce qui permettrait une continuité territoriale dans le nord de la capitale. Et le Yediot Aharonot cite en sous-titre le député travailliste Gilad Kariv qui affirme que ce plan d'élargissement n'est pas conforme aux engagements internationaux d'Israël. Et puis il nous reste une minute, Daniel. Le Israël Hayom cite ce matin en évidence l'ambassadeur d'Israël à Washington à propos de l'aide militaire américaine à Israël. Oui, l'ambassadeur Yeriel Letner affirme que dans cet entretien au quotidien israélien que l'État d'Israël va commencer à réduire sa dépendance en aide militaire de la part des États-Unis dès 2027. L'ambassadeur révèle également qu'Israël a au cours des dernières années considérablement augmenté les capacités offensives des avions de chasse furtifs F-35. Il affirme que le directeur général de Lockheed, le consortium qui produit ces avions, lui avait dit que le feedback d'Israël lui valait des milliards de dollars. Très rapidement, le Maariv de ce matin consacre la page d'ouverture de son site d'info à la relation tendue entre les Juifs américains et le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. Oui, le Maariv indique que la conférence des présidents des organisations juives américaines s'est ouverte hier à Jérusalem et que l'un des dossiers les plus brûlants de cette conférence sera de déterminer l'attitude que la communauté juive américaine doit avoir envers un maire de New York qui ne cache pas son aversion pour l'État d'Israël. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve évidemment chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J. L'inauguration du bâtiment de la Knesset à Givat Ram à Jérusalem a lieu en 1966. Un bâtiment construit par l'architecte Yosef Klarwein. Sa construction a été étalée sur près de 10 ans et elle a été rendue possible grâce à un don de 6 millions de livres israéliennes du philanthrope James de Rothschild. Alors lors de la cérémonie, le premier ministre de l'époque, c'est Lévi Eshkol, il qualifie le nouvel édifice de symbole de la renaissance d'Israël sur sa terre, un message qui résonne bien sûr encore aujourd'hui, 6 décennies plus tard. Alors revenons un instant à la fondation de cette assemblée constituante. C'est le 25 janvier 1949 qu'elle est élue. Elle se réunit pour la première fois à Tou Bishvat, 5709 à Jérusalem, et succède en fait à l'Asefat à Nifrarim. C'est l'Assemblée nationale juive sous le mandat britannique. Elle succède aussi au Conseil du peuple de 37 députés, devenu ensuite le Conseil provisoire d'État pendant la guerre d'indépendance de 1948 à 1949. Alors à ses débuts, la Knesset n'a pas encore de foyer permanent. Elle se réunit tour à tour au siège de l'agence juive, au cinéma Kessem de Tel Aviv ou encore à l'hôtel San Remo ou au Beit Frumin à Jérusalem. Alors pourquoi ce nom Knesset ? Eh bien en fait, il s'inspire de la grande Knesset, l'assemblée des anciens du peuple qui assurait la direction spirituelle des Juifs au retour d'exil de 410 à 310 avant notre ère et qui comptait, eh bien oui, 120 sages
autant que les députés de l'hémicycle aujourd'hui. La Knesset a été le théâtre de nombreux événements marquants. Le 7 janvier 1952, par exemple, lors du débat sur l'accord de réparation des crimes de la Shoah avec l'Allemagne de l'Ouest, une contre-manifestation encouragée par le député Menachem Begin du parti Herut dégénère. La foule prend d'assaut le bâtiment à Beth Fromine et une pierre lancée sur les fenêtres blesse la députée Hanan Rubin du MAPAM. Et en 1967, c'est le premier jour de la guerre des 6 jours, avant que Tzahal n'entre à Jérusalem-Est, la Knesset, elle est bombardée par des soldats jordaniens. Alors heureusement, depuis, les affrontements se limitent aux joutes verbales, parfois acrimonieuses, mais jamais physiques, certaines si mémorables qu'elles resteront sans aucun doute dans les annales parlementaires. Il s'est passé aussi parfois des évacuations un petit peu physiques de certains députés par les gardes de la Knesset de l'hémicycle, mais jamais plus loin. Autre fait notable, pendant la crise politique de 2018 à 2020, 2 Knesset seront dispersés avant même la formation d'un nouveau gouvernement. Le 16 mars 2020, en plein pic de la pandémie, la 23e Knesset prête serment dans une salle plénière complètement vide, avec la seule présence de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout. Les députés entrent alors par groupe de 3 pour prêter allégeance, sans compter, bien sûr, les dissolutions à répétition. 4 fois en moins de 4 ans, d'avril 2019 à juin 2022, fruit d'une certaine instabilité politique, j'ai envie de dire, Rak Israël. Mais la Knesset a aussi connu des moments particulièrement émouvants. Le 20 novembre, rappelez-vous, le 20 novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat s'adresse à la Knesset. « Je suis venu chez vous pour qu'ensemble, nous puissions construire une paix pérenne et juste et faire que ne soit plus jamais versée ne serait-ce qu'une goutte de sang d'un seul Arabe ou d'un seul Israélien. » Et l'année suivante, les accords de Camp David sont signés. Ce sera le 17 septembre 1978. Puis le traité de paix avec l'Égypte le 26 mars 1979 à Washington, et l'Égypte devient alors le premier pays arabe à reconnaître Israël. Et plus récemment, tout le monde s'en souvient sans doute, le 13 octobre 2025, le président américain Donald Trump devient le premier président des États-Unis à parler devant le Parlement israélien depuis George W. Bush en 2008. Quelques heures auparavant, le Hamas avait libéré les 20 derniers otages vivants. Trump est alors acclamé comme l'artisan de la paix au Proche-Orient, loué comme le plus grand ami d'Israël et surnommé le président de la paix. Il déclare que c'est un immense honneur d'être ici à Jérusalem, au cœur de la démocratie israélienne, en ce jour historique où la guerre s'achève et où la paix prend racine sur cette terre sacrée après des années de guerre incessante, de deuil et de peur. Aujourd'hui, dit-il, les canons se sont tus et le soleil se lève sur la Terre Sainte. C'est l'aube d'un nouveau jour, l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Face aux députés et aux familles d'otages présentes, il évoque une victoire pour Israël, une victoire pour l'humanité et une victoire pour tous ceux qui croient que la foi, la force et le courage peuvent triompher de la haine et du terrorisme, et le tout sous les salves d'applaudissements incessantes, légèrement perturbées par 2 députés qui brandissent des panneaux réclamant la reconnaissance de la Palestine avant que la présidence de la Knesset ne rétablisse le calme. Alors, comme on vient de le voir, la Knesset reste l'antre de la bouillonnante démocratie qui est Israël, et il faut bien l'avouer quand même, parfois aussi celui du balagan à l'israélienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Samuel Lévy. Samuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel Haïk. Nous vous avons sollicité, bien entendu, après ce qui s'est passé hier à Bnei Brak. Tout le monde en parle, la presse, les médias israéliens en parlent. Ils nous montrent des images qui sont extrêmement choquantes de 2 jeunes soldates israélienennes qui se sont promenés, qui étaient hier à Bnei Brak et qui ont été agressés par, on va dire, des ultra-orthodoxes. On essaye toujours de ne pas utiliser ce terme, mais parfois il faut utiliser le terme un terme plus radical pour dissocier, on va dire, ces fauteurs de troubles de l'ensemble de la communauté orthodoxe. Est-ce que, d'abord, vous, votre réaction, vous, en tant qu'habitant de Bnei Brak, quelle est l'atmosphère et quelle est votre réaction face à ces images que vous avez vues hier ? Bien sûr, ces images sont extrêmement choquantes, elles ne devraient pas avoir lieu.
le chef du parti pour lequel je milite, Chasse, le Rav Aryeh Deri, a lui-même rappelé que c'était un Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'une profanation du nom d'Hachem, de se comporter d'une telle manière, que ça n'avait pas lieu d'être, que c'est contraire à la loi, que c'est contraire à nos valeurs, c'est contraire à notre vision. Et ça a été rappelé aussi par le grand rabbin, le Rav Yitzhak Yosef aussi, qui a dénoncé ces agissements. Je tiens à rappeler que Bnei Brak, c'est une ville de 240 000 personnes. La population qui vit entre 0 et 18 ans, c'est à peu près 50%. Donc, c'est pas tous les religieux, c'est vraiment une petite partie, une minorité qui se sont retrouvés dans ces agissements-là. Mais quand même, la majorité de la vie. Mais quand même, Samuel, on voit, on a vu ces images. Il y avait plusieurs, on va dire, plusieurs dizaines, au moins plusieurs même centaines de gens qui scandaient des slogans qui étaient véritablement hostiles envers ces deux jeunes soldats. C'est dire, elles sont arrivées de manière anodine, elles ont annoncé à personne qu'elles venaient à Bnei Brak, et pourtant très rapidement ça. Alors est-ce que c'est véritablement on va dire un groupuscule d'ultra-orthodoxes qui sont automatiquement mobilisés, ou alors finalement c'est un peu l'état d'esprit qui règne dans le monde des yeshivot aujourd'hui? Écoutez, déjà je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas du tout la majorité, et c'est de loin d'être vraiment la majorité du public religieux ici dans la ville de Bnei Brak. Si vous parlez au niveau de beaucoup de jeunes qui se sont rassemblés, c'est assez facile. Vous savez, Bnei Brak, c'est une ville qui est extrêmement peuplée. C'est une des densités les plus élevées en Israël. Et il est très simple de rassembler beaucoup de jeunes. Lorsqu'ils étudient dans une institution, il y a 1000 personnes qui peuvent se retrouver en bas d'un immeuble en quelques secondes. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça, après qu'elles sont entraînées par la foule, alors justement, c'est un constat embarrassant parce que ça veut dire... Non, pas du tout, parce que juste quand elles se retrouvent prises par la foule et que ce sont des jeunes qui ont moins de 18 ans, qui se mettent à courir les uns des autres, qui cherchent de l'action, on peut arriver à ce genre de situations qui sont déplorables, qu'on peut condamner, on peut dire que c'est pas bien. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La deuxième chose, c'est que l'état d'esprit aujourd'hui dans lequel est le monde des yeshivot et aussi le monde de nos dirigeants spirituels, c'est qu'il est inadmissible et il est regrettable qu'aujourd'hui des jeunes qui viennent en Israël pour étudier la Torah soient jetés en prison. Et pour nous, ça ne devrait pas exister dans le seul État juif au monde qu'un jeune qui décide d'étudier la Torah soit jeté en prison. Et je voudrais juste rappeler... Il y a Samuel, une précision. Il y a normalement des dizaines de milliers d'élèves de yeshivot qui auraient dû s'enrôler. C'est depuis que la loi, dans sa version actuelle, elle est redevenue, on va dire, effective. Et concrètement, il y a peut-être... on va dire une dizaine maximum d'élèves des yeshivot qui sont emprisonnés. Non, c'est faux. Non. Au niveau des chiffres, si la loi était passée, par exemple, si la loi de circonscription serait passée, les chiffres qui ont été négociés avec les partis religieux sont des chiffres qui n'ont jamais existé lors des précédentes négociations, même avec des partis de gauche. C'est-à-dire que vraiment, là, on est sur des chiffres qui sont extrêmement élevés, c'est-à-dire de plus de 6 000 élèves la première année, jusqu'à 50% d'une classe d'âge. Non, mais je parle de ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils sont réfractaires au service. Oui, bien sûr. Mais même une personne, depuis quand on doit mettre en prison un étudiant en yeshiva? D'ailleurs, je vais même vous dire, lors des négociations, que ce soit des partis de gauche ou des partis de droite, il n'a jamais été fait question d'enrôler les jeunes des yeshivot. On a toujours parlé des jeunes qui sont issus du milieu religieux, qui eux n'étudient pas dans les yeshivot. Donc le consensus a toujours été sur les jeunes qui étudient les yeshivot. Et là, ce qu'on vient chercher précisément, ce sont des jeunes qui étudient de façon sérieuse dans des yeshivot pour les mettre en prison. Et ça, je vais vous dire, ça malheureusement, ça participe aussi au fait de chauffer les esprits, et on peut arriver malheureusement à des situations comme ça qui sont regrettables, qu'il faut dénoncer, qui n'ont pas lieu d'être, et qui pour nous aussi c'est une honte de se retrouver face à ce genre d'amalgame où on vient dire, alors que malheureusement la communauté religieuse ici en Israël, on a déjà assez vu d'amalgame sur nous, comme on ne travaille pas, on ne participe pas à l'effort de l'État, on ne se comporte pas bien, pendant le Corona, souvenez-vous tout ce qu'il y avait. Donc je pense qu'à un moment ça suffit.
il faut prendre les responsabilités. Il faut que cette loi puisse pouvoir avancer de façon sereine, de façon en tout cas beaucoup plus sereine que ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'on arrête de venir arrêter des jeunes pour les mettre en prison, et ce qui permettra d'avoir un environnement, un cadre beaucoup plus posé par rapport à justement à la discussion de la loi. Alors concrètement, justement, cette loi, vous avez le sentiment qu'elle va être votée avant que l'on dissout la Knesset, que la Knesset ne soit dissoute, ou alors finalement ça va être difficile parce que même les partis orthodoxes comprennent que le problème, il n'est pas obligatoirement du côté de Binyamin Netanyahou, même du côté de la coalition, il est plutôt du côté des juristes, parce que s'il n'y a apparemment, et c'est aujourd'hui l'obstacle, si la conseillère juridique ou le conseiller juridique de la commission des affaires étrangères et de la défense ne valide pas la loi Bismuth telle qu'elle, eh bien après, la Cour suprême se fera un plaisir de la geler, cette loi. Mais vous avez tout à fait raison, Daniel. Aujourd'hui, en Israël, ce n'est plus la Knesset qui légifère, ce ne sont plus les membres du Parlement, c'est-à-dire les élus du peuple qui peuvent pouvoir faire passer les lois, mais c'est simplement des gens qui sont à des postes clés, qui, eux, alors qu'ils devraient être apolitiques, on se rend compte qu'en fin de compte, ils ont une idéologie politique et ils peuvent tout simplement bloquer un pays, bloquer l'avancement des lois, suivant leur bonne volonté. Ils sont de mèche ensemble. J'ai pas peur de le dire, vous regardez la conseillère juridique du gouvernement avec le premier juge de la Cour suprême, ils sont de mèche ensemble. Et donc, si vous prenez cette loi, la loi du Guillous, mais vous pouvez prendre toutes les autres lois que le gouvernement Netanyahou a essayé de faire passer et n'a pas réussi, tout simplement parce qu'ils étaient bloqués par des conseillers juridiques qui n'ont le terme que de conseillers juridiques, qui ne sont pas élus du peuple, qui n'ont pas de mandat de représentants, et tout simplement parce qu'ils ont une certaine vision du droit, une certaine vision aussi de la politique, ils peuvent se permettre de faire bloquer le pays et d'aller à l'encontre des gens et à l'encontre de l'expression et de la démocratie du peuple. Alors, vous ne m'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle va être votée, cette loi, envers et contre tout, avant que la Knesset ne soit dissoute ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je n'ai aucune idée là-dessus. Si on y arrive, je serai très soulagé. J'ai tendance des fois à me dire que ça arrangerait bien tout le monde de ne pas y arriver avant la fin de la prochaine Knesset. Là-dessus, je peux pas me prononcer. Et d'une certaine manière, est-ce que vous pensez que le fait que si la loi n'est pas votée, cela remet en cause l'alliance, on va dire, historique entre Binyamin Netanyahou, en tout cas le Likoud, et les orthodoxes pour après, au lendemain des élections ? Non, je le crois pas, parce que je pense que profondément, aujourd'hui, le public religieux, que ça soit qu'il soit orthodoxe ou moins orthodoxe, je pense que les idéaux sont à droite. Je pense que vraiment l'idéologie est à droite, et je pense qu'on a compris que aujourd'hui, malheureusement, Israël, c'est pas simplement une question d'enrôlement à l'armée. Il y a un camp, j'allais dire, de la Emouna et un camp laïque. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi les tensions vont se focaliser. Vont apparaître. C'est que malheureusement, on n'a pas la même vision d'Israël. Alors, on peut coexister, on peut faire toutes les passerelles, il faut surtout pas arriver au fait qu'on ne puisse plus habiter ensemble. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux camps qui n'ont rien à... Enfin, qui ont par essence... normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre droite et gauche par rapport à ces notions-là dans le seul État juif. Mais aujourd'hui, ça se traduit comme ça sur le plan politique. Eh bien, Samuel Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin au lendemain de ces tensions à Bnei Brak après l'agression dont ont été victimes 2 soldates israéliennes donc dans la ville de Bnei Brak. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce n'est pas facile, mais vous vous acquittez très bien de cette tâche, de cette mission. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt, Boker Tov.